Ce soir à l'émission, la MRC de la Rivière-du-Nord dévoile son projet de centre de formation en transport innovant. Tout le contrôle des véhicules à distance, c'est un enjeu aujourd'hui. Cégep de Saint-Jérôme, de nouveaux studios pour les étudiants en cinéma et médias numériques. Les élèves qui s'inscrivent dans notre profil ont maintenant l'opportunité de créer et de s'exprimer avec plusieurs outils de communication. En entrevue, on parle santé mentale et dépendance aux écrans avec Brigitte Sainte-Marie et Éric Laflamme. Les gens vont rapporter des problématiques de sommeil. Je reçois également Isabelle Clément et Rebecca Jean Dufour à l'occasion du 35e anniversaire de l'association Panda. On est un service qui est parallèle, je dirais, au service de la santé. Enfin, Léa Lovric nous fait part des événements à venir au cabaret-spectacle La Petite Église. Martin Petit, qui au départ venait pour un seul soir, c'est très, très bien vendu. Donc, on a décidé de gâter les gens puis rajouter une supplémentaire. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 6 février 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors la MRC de Rivière-du-Nord veut se doter d'un tout nouveau centre de formation et d'innovation en transport innovant. Il y a une nouvelle étape qui vient d'être franchie. Oui Claude, donc un endroit qui pourrait être une sorte de quartier général ou alors un campus de l'innovation pour plusieurs acteurs importants en électrification des transports dans les Laurentides. En mettant en place ce projet, la MRC Rivière-du-Nord veut pouvoir mieux répondre aux besoins des entreprises de la région en main-d'œuvre et en infrastructure, spécifiquement donc dans le domaine de l'innovation en transport. Oui, parce que les Basses-Laurentides sont déjà reconnues pour leur expertise dans le domaine de l'électrification. Oui, tout à fait. Dans la région, on a des entreprises comme Novabus, Lyon Électrique aussi, Vision Marine. Pour ce qui est des bateaux, il y a des écoles qui travaillent à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Pensons seulement à l'Institut du véhicule innovant ou au Centre d'études professionnelles de Saint-Jérôme. Avec ce nouveau projet, la MRC Rivière-du-Nord souhaite se positionner en chef de file de l'électrification des transports au Québec. Selon Xavier-Antoine Lalande, qui est préfet de la MRC Rivière-du-Nord, la région des Laurentides se démarque déjà par ses compétences en construction de véhicules. On peut l'écouter à ce sujet. T'sais, on dit souvent de la mine à la cathode. Bien, les Laurentides a développé son expérience, son expertise, pardonnez-moi, je cherchais le terme. Donc, entre vraiment la batterie et le fait de rendre le véhicule sur la route. Donc, qu'on le transforme en véhicule routier. Alors, à quoi ça va ressembler, ce nouveau centre? L'objectif, c'est d'accueillir des personnes du niveau collégial, universitaire et professionnel dans le même bâtiment, avec des installations aussi pour des entreprises et des chercheurs. Il y aura une section réservée à la formation et une autre à l'innovation. Une grande partie de la superficie sera réservée pour des garages de mécanique électrique, pouvant notamment accueillir des véhicules lourds. Le centre comptera aussi une vitrine technologique et un hall d'expérimentation, de développement et d'intégration. Pour M. Lalande, il est important que le centre puisse assurer une veille technologique d'un milieu qui évolue très vite et d'adapter la formation des professionnels en conséquence. Il nous parle de quelques aspects qui pourront être étudiés au Centre de formation et d'innovation du transport innovant des Laurentides. La place de l'intelligence artificielle, la place de l'électronique et tout le contrôle des véhicules à distance, c'est un enjeu aujourd'hui. Puis il y a même à venir aussi tout le volet du véhicule autonome. Et on a déjà trouvé un lieu pour le construire, ce centre. Oui, tout à fait. La ville de Saint-Jérôme a fait le don d'un terrain de près de 3 hectares d'une valeur de 4,6 millions de dollars pour la construction du nouveau centre qui se trouvera à 2 pas de l'Institut du véhicule innovant. Si tout va bien, la construction débutera en 2026 avec un coût estimé de 59 millions de dollars. D'ici là, la prochaine étape, c'est la soumission d'un plan fonctionnel et technique avant de pouvoir lancer un appel à projet. Tout ça reste conditionnel à une subvention du ministère de l'Économie du Québec. Pour M. Lalande, ce projet renferme de beaux défis. Comment on crée un écosystème pour favoriser l'innovation? Donc, comment on réunit à l'intérieur d'un seul bâtiment tous les joueurs qui permettent de favoriser l'invention, l'innovation, mais aussi tout le volet de développement de marché. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. On va rester dans le domaine de la formation, mais cette fois en cinéma et en médias numériques. À plus tard, Claude. La ville de Rosemère annonce la 5e édition de l'événement Citoyens à l'honneur qui se tiendra en mai prochain. Cet événement rendra hommage à des personnes et des organismes dont l'engagement contribue à améliorer la qualité de vie des Rosemérois ou à faire rayonner la ville au-delà de ses frontières. Il est possible de proposer la candidature d'une personne ou d'un organisme d'ici le 9 mars. Citoyens à l'honneur est la plus haute distinction honorifique décernée par la ville de Rosemère.
La ville de Saint-Colomban tenait un 5 à 7 intitulé « Le grand rendez-vous, soyez acteurs du développement de Saint-Colomban » le 30 janvier dernier au centre récréatif et communautaire. Cet événement a permis à plus de 50 représentants du domaine de la construction, de l'architecture et de l'ingénierie de découvrir les projets porteurs à venir à court, moyen et long terme pour la ville. Plusieurs projets ont ainsi été présentés, incluant le plan d'urbanisme pour le secteur centre du périmètre urbain, la réfection de barrages et les infrastructures sportives et récréatives. Reconnue comme une référence en matière de TDAH, l'association Panda Thérèse de Blainville et des Laurentides célèbre son 35e anniversaire. Pour mesurer tout le chemin parcouru, je reçois Isabelle Clément, qui en est la directrice générale, de même que Rebecca Jean Dufour, chargée des communications et de l'expérience membre au sein de l'organisme. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Madame Clément, je commence avec vous. Ce qui était au début un club de... pas un club, un lieu, pardon, de rencontre pour les parents, s'est beaucoup transformé là, depuis 1990. Vous offrez toute une kyrielle de services qui touchent 1500 personnes par année. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez vous, ces personnes-là? Ces personnes-là viennent d'abord chercher du soutien, de l'information, des outils. On est vraiment dans le trait pratico-pratique. Oui. Donc, des fois, les gens ont simplement une question sur comment interagir avec l'école, par exemple, ou dans mon milieu de travail, quel type de stratégie je pourrais avoir pour gérer mon organisation au niveau du travail. Oui. Donc, c'est vraiment là, on est un service qui est parallèle, je dirais, au service de la santé, où on est dans l'accompagnement psychosocial, vraiment. D'accord. Et comment le définir, ce fameux TDAH, Madame Jean Dufour? Le TDAH, en fait, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Puis c'est vraiment important de spécifier que c'est une condition neurologique qui va principalement se manifester par de l'impulsivité, de l'inattention ou de l'hyperactivité. Encore là, c'est important de dire que ça varie d'une personne à l'autre. C'est pas tout le monde qui va le vivre de la même façon. Et ça arrive comment, ça, dans la vie, ce trouble-là? Souvent, ça arrive, en fait, à l'enfance. En fait, ça se manifeste, les symptômes se manifestent à l'enfance. Puis, ça peut se continuer jusqu'à l'âge adulte, mais encore là, ça varie d'une personne à l'autre. D'accord. Et quels sont les impacts les plus fréquents sur les personnes atteintes? Au niveau de la scolarisation des enfants, il y a des enjeux dans le parcours scolaire. Au niveau des adultes, il va y avoir des défis au niveau du travail, dans l'organisation. Donc, ça peut vraiment se manifester selon la personne, selon le groupe d'âge différemment. D'accord. Votre organisme se donne aussi le mandat de déconstruire certains mythes, certains préjugés qui entourent notamment le recours immédiat à la médication. Qu'est-ce que vous privilégiez dans ce cas-là? En fait, souvent, c'est ça, la médication va être vue comme la seule option pour aider à réduire les impacts. Par contre, il y a plein de stratégies, plein d'outils qu'on peut mettre en place pour aider à naviguer les symptômes, d'où l'importance du soutien psychosocial et de ce qu'on fait chez Panda. Donc, nous, on offre du soutien individualisé avec vraiment des pistes là, de solutions. On va s'asseoir avec la personne et regarder là, ce qui peut aider selon ses besoins à elle. Est-ce que vous considérez que la médication ne devrait être utilisée qu'en tout dernier recours? Non? Je pense que ça dépend vraiment, en fait, de chaque personne. Donc, chaque personne y va selon leurs valeurs, selon leurs besoins et tout ça. Souvent, ça va être complémentaire, en fait. Là, on va pouvoir utiliser les stratégies et les outils en complémentarité avec la médication. Mais nous, c'est sûr qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas dans le domaine de la santé. Donc, on va respecter le choix là, de chacun. Oui, parce qu'il y a quand même un débat là, autour de ça. Là. Effectivement. Il y a des gens qui trouvent qu'on est prompt à souhaiter qu'il y ait une médication, particulièrement peut-être dans le milieu de l'enseignement, où les enseignants, enseignantes ont à gérer des groupes et à un moment donné, il y a un élément dérangeant. Mais justement, je sais que vous offrez du soutien et de l'accompagnement à l'entourage des personnes atteintes, y compris les enseignants. Madame Clément, comment vous travaillez avec les enseignants? En fait, on donne de la formation. Donc, on peut aller vers les enseignants, vers les intervenants. Donc, oui, c'est important pour nous de bien faire comprendre l'impact que ça a chez les enfants. Puis souvent, les stratégies
stratégies qu'on va proposer aux enseignants vont s'adresser à l'ensemble du groupe parce que les jeunes ont tous des défis au niveau de l'attention, au niveau de la gestion de leurs émotions, par exemple. Donc, je pense que quand on s'adresse aux enseignants, ben on donne un coup de main à l'enseignant dans sa gestion générale du groupe. Puis là, après ça, on peut cibler les enfants qui auraient plus besoin de support, puis là, de proposer des stratégies particulières avec ces enfants-là. D'accord. Bon, on l'a dit tout à l'heure, vous offrez une panoplie d'autres services. Je laisse les gens visiter votre site Web pour en prendre connaissance. Mais parlez-moi en terminant là, de cette conférence virtuelle qui s'en vient avec Annabelle Guérard. Oui, en fait, lundi, le 17 février prochain, là, c'est le parcours diagnostic du TDAH chez les enfants et les adolescents. Donc, elle va vraiment pouvoir répondre aux interrogations fréquentes des parents là, concernant tout le processus là, derrière l'évaluation du TDAH. Donc, ça va être très intéressant. C'est virtuel et en plus, c'est gratuit. Bien, Isabelle Clément, Rebecca Jean Dufault, bravo pour ce 35e anniversaire. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci de nous avoir reçus. Le campus de Saint-Jérôme de l'Université du Québec en Outaouais accueillait la cérémonie des remises de la médaille du couronnement du roi Charles III le 29 janvier dernier. 61 médailles ont été remises à des citoyens et citoyennes de la région des Laurentides qui se démarquent par leur réalisation et leur engagement social. La médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative qui permet d'honorer principalement des Canadiennes et des Canadiens qui ont contribué à leur communauté ou à l'étranger. Benoît Proulx, maire de la ville de Saint-Joseph-du-Lac, a annoncé son intention de solliciter un 4e mandat. Celui-ci a mentionné que l'équipe du conseil municipal est déterminée à poursuivre le travail entamé depuis plusieurs années. Les élus souhaitent continuer, disent-ils, à servir la population en mettant à sa disposition toutes leurs connaissances et expertise. M. Proulx, qui a 25 années d'engagement politique à son actif, s'est vu attribuer la médaille de l'Assemblée nationale le 22 janvier dernier. On reçoit Léa Lovric, qui est responsable des communications au cabaret-spectacle La Petite Église à Saint-Eustache, qui va venir nous parler des événements à venir. Bonsoir, Léa. Bonsoir. Première proposition en spectacle jeunesse. Oui, exactement. Donc, on a nos petits théâtres qui sont habituels à La Petite Église, qui commencent ce mois-ci. Donc, le prochain est le 16 février. Puis ensuite, on en a un par mois jusqu'au mois de mai. Donc, s'il y en a qui veulent profiter d'une promotion actuelle qui termine dans 10 jours, là, c'est le moment d'en profiter. Si vous achetez un billet pour les 4 petits théâtres, vous avez un rabais de 8 $ au total sur votre transaction. D'accord. Bon, il y a un plan pour occuper nos enfants les dimanches après-midi, mais vous, ça s'arrête pas là. Il y a des propositions aussi pour les amateurs d'humour. Le cabaret, ce qu'on appelle le sacré cabaret d'humour. Exactement, le sacré cabaret d'humour, qui est aussi une tradition à la Petite Église, qui a pris une pause en janvier et qui recommence le 19 février prochain. Par la suite, c'est un mercredi par mois, donc la formule est très simple. C'est 4 humoristes mystères. On ne sait pas qui va se présenter sur scène. C'est tous des humoristes, un mélange de gens de la relève, des gens bien connus dans le domaine de l'humour au Québec, et animé par Émile Coury, qui sait très bien réchauffer la salle, avec un service de boissons aux tables. Donc, c'est très confortable entre amis, en famille, en couple. Autre proposition en humour, Ben Lefebvre. Ben Lefebvre qui vient nous voir le 8 mars prochain, qu'on peut connaître comme régulier au Bordel Comedy Club à Montréal, mais aussi peut-être pour son podcast J'ai déjà, qui est très, très populaire. Donc, le 8 mars, ça ne pas manquer. Et il a déjà été comédien. Oui, en effet, il a déjà été comédien. Il a fait des apparitions à Tranche de vie, à Rénove ton couple, à Un gars le soir aussi. Il a été aussi chroniqueur pour le Journal de Montréal. Il y a plusieurs cordes à son arc, Puis en plus de ça, il y a déjà 4 one-man shows derrière lui. Vous allez aussi accueillir une figure majeure de l'humour, 20-21 mars, Martin Petit. Exactement, Martin Petit, qui au départ venait pour un seul soir, qui s'est très, très bien vendu. Donc, on a décidé de gâter les gens puis rajouter une supplémentaire. 20-21 mars, je pense que si vous voulez en profiter, c'est le moment parce qu'il nous reste à peu près 4-5 billets par spectacle. Donc, il faut aller rapidement. Toujours excellent, Martin Petit. Proposition musicale, Alpha Rococo, le 21 février. Le 21 février qui risque d'être un moment spectaculaire. Pour ceux qui sont nostalgiques, ils ont des milliers de fans depuis les années qui ont sorti, en fait, des nouveautés dernièrement. Entre autres, Le Monde est fou, que j'aime beaucoup, que je vous conseille d'aller écouter si vous ne l'avez pas déjà écouté, qui résonne très, très bien en plus avec ce qui se passe en ce moment politiquement. Donc, je pense que c'est sorti au bon moment.
Puis c'est c'est un vrai verre d'oreille, en fait. Ouais. On reconnaît leur franco-pop, donc je pense que ça va être un excellent écoutez spectacle. ça tout de suite après, tout de suite après l'émission. Donc, proposition musique, humour, en blues aussi. En blues, on a Stephen Berry Band qui vient le 15 mars pour fêter leurs 50 ans de blues, c'est pas rien. C'est un groupe québécois légendaire, très connu par les fans de blues ici et à travers le monde aussi. Donc, les fans vont être gâtés avec un beau spectacle de soul, jazz, bien reconnu à eux. Mais c'était votre dernière chronique avec nous, Léa. Merci beaucoup. Merci. Puis bonne chance dans vos projets futurs. Merci beaucoup, bonne soirée. Chaque année, depuis 2001, la Journée mondiale sans téléphone portable se veut un moment de réflexion sur l'utilisation que nous faisons de ces appareils, en même temps qu'une mise en garde contre les problèmes de santé qui peuvent en découler. Pour en parler, je reçois Brigitte Sainte-Marie, chef de programme des services externes en dépendance et en troubles concomitants, et Éric Laflamme, agent de relations humaines au CIS des Laurentides. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Laflamme, pour dire qu'en 2001, le téléphone portable, ça servait à se parler, à écrire. Aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Bien, effectivement, aujourd'hui, le téléphone intelligent, on a tout là-dedans. On a juste à s'imaginer qu'on n'a pas notre téléphone, puis là, le temps s'arrête, le monde s'écroule. On peut tout faire là-dessus, évidemment. Donc, à prime abord, l'utilisation des téléphones dans nos vies, c'est devenu comme une utilité presque essentielle. Oui, voilà. Et la dépendance, on va arriver au sujet de l'entrevue, la dépendance aux écrans. Comment la définir, Madame Sainte-Marie? Donc, la dépendance aux écrans, c'est pas reconnu officiellement comme une dépendance au même titre que l'alcool ou la drogue. Par contre, on se rend compte qu'il y a des similitudes. Donc, on utilise plus le terme utilisation problématique d'Internet ou des écrans. En fait, pour faire ça très court, c'est une utilisation des écrans et je ne suis pas capable de réduire malgré les conséquences négatives dans ma vie quotidienne. Parlons-en des conséquences. On dit bon, que ça cause des problèmes de santé physique, santé mentale. Quel genre de problèmes exactement? Quels sont les plus courants, les problèmes les plus courants? Bien, en fait, les signes peuvent être différents d'une personne à l'autre, mais ce qu'on remarque principalement, bien, les gens vont rapporter des problématiques de sommeil, donc vont regarder des écrans plus tard dans la nuit, dorment moins, sont plus fatigués. Ensuite, on va remarquer aussi qu'il peut y avoir une négligence des responsabilités. Négligence des responsabilités familiales, parentales. On délaisse le travail, les études, les activités qu'on aimait bien aussi. Mm-hmm. Et aussi, notamment, bien, un isolement social. Donc, les relations en ligne au détriment des relations en personne. Des conséquences quand même assez importantes. Monsieur Laflamme, ces troubles-là, est-ce qu'ils sont liés selon, essentiellement au temps d'écran ou au contenu qu'on consomme? Bien, je pense qu'il y a les deux, on pourrait dire, mais en majorité, même la santé publique parle d'un usage d'hyperconnectivité à partir de 4 heures par jour. Mais déjà là, on peut commencer à avoir des méfaits. Mais les gens vraiment qui nous consultent en CRD, là, au Centre de réadaptation à dépendance, on parle de vraiment, là, quand on fait l'évaluation, c'est 55 heures et plus. Donc, évidemment, le temps est un facteur important, puis d'où découlent les autres problématiques que ma collègue a énumérées. Donc, c'est 55 heures en dehors du travail et des études. On travaille 40 et des heures. études, Oui, exactement. Oui. On travaille souvent devant un écran. Exactement. Puis on s'aperçoit que c'est sûr que certaines applications, certaines utilisations qui sont plus addictives que d'autres. On a juste à penser au Reel, tu sais, quand on commence à regarder des petites vidéos, puis ça déroule. C'est ça. Il y a des solutions. Quelles sont-elles, ces solutions-là? Qu'est-ce que vous proposez je veux dire, aux personnes qui reconnaissent leur dépendance? Là, parce que je pense que c'est un pas important. Ça. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr qu'il y a différentes solutions qu'on peut adapter selon les personnes, mais se fixer des limites de temps, se fixer des plages horaires écran, des plages horaires sans écran. Mm-hmm. Aussi, on discutait là, de la possibilité dans la maison d'identifier des zones sans écran, comme la chambre à coucher ou la salle à dîner. D'avoir des alternatives aussi, des activités sans écran, que ce soit des activités sportives ou artistiques ou favoriser des rencontres avec d'autres personnes. Ouais. Je ne sais pas, toi, si tu avais autre chose. Oui, bien, tu as nommé pas mal ce qu'il y en est, mais aussi faire le ménage aussi dans nos téléphones. Il y a des choses, des fois, qui sont plus ou moins utiles. C'est de se poser la question, qu'est-ce que ça m'apporte dans le fond? Fait que si on est porté à être plus sur certaines applications, faire le ménage de temps en temps. Là, est-ce que c'est difficile à admettre une dépendance aux écrans? Comme toutes les autres. L'alcool, la drogue? Oui, c'est ça, effectivement. C'est souvent, c'est l'entourage qui va se plaindre dans notre jeune clientèle.
ils se font amener des fois par l'oreille. Hein? C'est ça qu'on voit. Puis est-ce que vous proposez des thérapies? Oui, bien en fait, on offre des services gratuits, confidentiels dans plusieurs installations dans les Laurentides. En fait, on a participé au projet de recherche qui s'appelle Virtua, qui est destiné principalement aux 15 à 25 ans, dont Éric a participé là, comme clinicien. Donc, je pourrais peut-être te passer la parole pour la suite, la rondelle. Ce qui est le fun, c'est qu'on a développé, on est en train de développer avec les chercheurs, nous, on est les cliniciens participants. C'est très intéressant, là, il y a vraiment plusieurs nouveaux outils qu'on peut utiliser. Et chose certaine, on a tous un examen de conscience à faire. Brigitte Sainte-Marie, Éric Laflamme, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On est de retour avec Clara Matéjonet. Le Cégep de Saint-Jérôme inaugure de nouvelles installations pour les étudiants en cinéma et en médias numériques. Oui, Claude, c'est un tout nouveau programme qui a été remanié dernièrement et qui prend maintenant place dans des locaux réaménagés et avec de l'équipement à la fine pointe de la technologie. Alors, pour changer de notre studio à TVBL, je suis allée faire un tour dans celui du Cégep de Saint-Jérôme et je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. D'abord, nous sommes très heureux au Cégep de Saint-Jérôme d'en être déjà à notre deuxième année d'un nouveau profil, donc cinéma et médias numériques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le profil ou l'option cinéma existe depuis très, très longtemps au Cégep, mais on a fait une révision qui fait en sorte que maintenant, cinéma et médias numériques, évidemment, le nouveau nom reflète notre nouvelle approche pédagogique, c'est-à-dire que les élèves qui s'inscrivent dans notre profil ont maintenant l'opportunité de créer et de s'exprimer avec plusieurs outils de communication. Évidemment, il y a le cinéma et la vidéo, mais on a aussi un cours de podcast, de balado, et on a les installations requises. Donc, on a inauguré un très, très beau studio balado avec une régie. On parle ici de balado audio et vidéo. On a également maintenant un cours axé sur la création télévisuel. Alors, ça explique pourquoi on a ce nouveau local, cette régie et ce studio avec de toutes nouvelles caméras, donc de l'équipement flambant neuf. Il faut dire que le collège a quand même investi plusieurs milliers de dollars pour qu'on se mette à jour, c'est-à-dire point de vue technologique. Donc, les élèves ont vraiment accès à de l'équipement et de l'installation de pointe. On a une dizaine de salles de montage aussi pour leur projet. Alors, c'est vraiment une expérience de plateau très, très, très proche de ce qui se fait dans le domaine professionnel. Puis nous, c'était extrêmement important pour nos élèves, puis aussi pour offrir un profil qui répond davantage aux besoins des employeurs, des compagnies, donc qui ont besoin vraiment d'une main-d'œuvre plus qualifiée dans le domaine du cinéma et des médias numériques. Cette approche très polyvalente fait que, ils vont toucher à la caméra, ils vont toucher au montage, mais très souvent, ce qui se passe, c'est que pendant leur parcours, les élèves peuvent aussi se spécialiser davantage dans un domaine. Donc, il y a des élèves qui vont avoir la piqûre pour la caméra, pour l'éclairage. D'autres, ça va être pour le montage. Et même des élèves, c'est l'animation qui va les intéresser parce que, oui, on a une émission de télé, on a du balado, mais il faut des animateurs, il faut des gens qui parlent devant le micro. Alors, il y a des gens qui vont vraiment se spécialiser davantage dans le travail, je vous dirais, de recherchistes et ce qui se passe devant la caméra. Alors, les gens qui envisagent une carrière, par exemple, non seulement dans le domaine de la télévision, de la vidéo sur Internet, le streaming et tout ça, la radio, donc les gens... La radio, c'est un domaine qui les intéresse. Bien, ici, en s'inscrivant dans notre option, ils vont faire le bon choix. L'an dernier, ils ont eu accès à cet équipement-là, mais on était dans un autre local, donc une régie temporaire. C'était pas l'idéal, évidemment. Ici, moi, en tant que professeur, bien, je suis plus à même d'évaluer ce qui se passe simultanément dans la régie et aussi sur le plateau, parce que j'ai une vue sur le plateau, ce qui est extrêmement important. Mais c'était prévu. Mais quand on fait des aménagements comme ça, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Donc, il y a des... Mais la cohorte qui termine actuellement, ils ont eu accès à cet équipement-là. Dans notre profil, l'aspect cinéma, évidemment, est toujours extrêmement important. Mais quand on parle de cinéma, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de longs métrages qu'on regarde en salle ou en streaming. Pour nous, une vidéo d'1 minute
qui va être mise en ligne sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, c'est aussi du cinéma. C'est un court-métrage. Et souvent, on remarque que les vidéos Instagram, TikTok qui sont le plus appréciées, c'est souvent des vidéos où la forme est la plus élaborée, c'est-à-dire que les bons TikTokers, si vous me permettez l'expression, les bons YouTubers et tout ça, c'est des gens qui ont une très grande maîtrise du langage vidéo, du langage cinématographique et aussi une très grande maîtrise technique. Alors, le streaming, bien, on est là-dedans. Donc, un élève qui, bon, moi, j'aimerais avoir ma propre plateforme, produire des vidéos pour les diffuser en streaming sur ma plateforme, bien, en s'inscrivant à notre profil, bien, il va être heureux parce qu'il va acquérir des compétences qui vont lui permettre justement de faire de meilleures vidéos et éventuellement, ça peut conduire à un gagne-pain, ça peut conduire à un emploi rémunéré. On peut, moi, j'ai beaucoup de finissants de l'ancienne option, quand on s'appelait juste cinéma, qui aujourd'hui travaillent dans le domaine. Ils sont monteurs, ils travaillent sur des plateaux, ils travaillent... Puis ça, pour nous, c'est extraordinaire. Puis on pense qu'avec la révision, avec notre nouvelle option, bien, on va avoir encore plus d'élèves qui vont pouvoir s'illustrer dans ces domaines-là et d'en faire un gagne-pain. Aller chercher de la rigueur dans le travail puis de développer ce sentiment de dépassement, c'est utile dans toutes les disciplines. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Famille unie, communauté forte suit à l'instant. Je vous invite à consulter l'ensemble de notre programmation sur le tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une belle soirée à notre antenne et une excellente fin de semaine.